Bonjour, est-ce que vous êtes là? Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, alors, oui, désolé, c'est un souci qui est technique, hein, d'accord? Donc, on était là à 8h20, donc c'est un problème de connexion, c'est un souci qui est technique. Alors qu'aujourd'hui, donc nous allons faire 2 cours. Donc principalement, ça va être le premier cours qui va être le plus, volumineux et qui portera sur les papillomaviridés, les papillomavirus humains et ensuite on fera les parvoviridés. D'accord? Donc papillomaviridés, famille des papillomaviridés, genre papillomavirus. Si vous le remarquez bien, on a dit humain, pourquoi? Parce qu'il peut exister dans la nature des papillomavirus animaux, d'accord? Les papillomavirus humains. Alors, qui dit papillomavirus renvoie à ce qu'on appelle verrue. Je ne sais pas si vous savez, on va essayer de mettre des photos, d'expliquer ce que c'est, d'accord? Les verrues, c'est une sorte, bon, à peu près de corps, etc. Souvent dans les pieds, au niveau des pieds, on va vous montrer des photos, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait principalement ce cours, on va voir, d'accord? Et à côté de ça, donc ça c'est comme pathologie bénigne, et qui parle de papillomavirus. D'accord. Si on parle, on va voir du pouvoir oncogène des papillomavirus qui peuvent être des virus hautement oncogènes. D'accord. Cela sous-entend le carcinome du col utérin, donc le carcinome du col de l'utérus. D'accord. Ok. Donc, qui dit papillomavirus, d'accord, dit d'abord d'un point de vue dire dermatologique, d'accord, dit verrue, d'accord. D'un point de vue gynécologique ou oncologique, d'accord, dit carcinome du col utérin. D'accord. Donc les papillomavirus, d'accord, qui sont des virus à ADN, on va le voir, nus, non enveloppés, qui infectent, d'accord, les couches superficielles cutanées de l'épiderme. D'accord. Donc les couches les plus superficielles de l'épiderme, et particulièrement les épithéliums malpighiens. D'accord. On va voir qu'il y a un grand nombre de papillomavirus humains, d'accord, et qu'il y a plusieurs systèmes de la classification des papillomavirus, d'accord, fait toujours l'objet de révisions taxonomiques, on va le voir, en se basant sur les techniques de séquençage des séquences nucléotidiques. Donc à ce moment-là, on va avoir 3 types de classification. La classification selon l'analyse des séquences génomiques, donc on va le voir, d'accord, en génotype, etc. La classification selon le tropisme, ça veut dire quoi? Le site préférentiel de multiplication du virus à ce moment-là du pouvoir pathogène, et la classification selon le pouvoir oncogène, c'est-à-dire le pouvoir transformant, la capacité, d'accord, à provoquer des tumeurs soit bénignes, soit malignes. D'accord. Donc 3 systèmes de classification. D'accord. En classification, d'accord, donc selon la séquence génomique, d'accord, donc c'est la classification selon la séquence nucléotidique. Et particulièrement, on va le voir le gène L1 qui est l'antigène majeur de capside. On va voir la structure juste après. D'accord. Selon la structure de la protéine L1, d'accord, on peut subdiviser les papillomavirus humains, ou les papillomavirus de façon globale, d'accord, en genre, d'accord, en espèces et en type, d'accord, voire en sous-type et en variant. Donc principalement genre, espèce et type. D'accord. On va voir qu'il y a actuellement 5 genres caractérisés chez l'homme. Les alphas, les bêtas, les gammas, les mu et les nus. D'accord. Donc genre. Ok. Ensuite, dans les genres, on va trouver des espèces. Et dans les espèces, on va trouver des types ou ce qu'on appelle des génotypes. D'accord. Bon, à la suite, on peut trouver des sous-types, des variants, d'accord. Mais principalement les genres et les génotypes. D'accord. Alors, selon le tropisme, c'est-à-dire le site préférentiel de multiplication, on va avoir les papillomavirus qui se multiplient préférentiellement au niveau cutané, à tropisme cutané, et ceux à tropisme muqueux. D'accord. Alors, cette distinction n'est pas toujours aussi, à dire, absolue que ça. Pourquoi? Parce que il y a pas mal, ou dans pas mal de cas, les papillomavirus peuvent à la fois se multiplier, à la fois au niveau cutané et muqueux. D'accord. Mais globalement, pour l'instant, on va voir, il y a des génotypes, des types, d'accord, même s'ils peuvent se multiplier, par exemple, au niveau muqueux, donnent, d'accord, pour l'instant, préférentiellement des atteintes cutanées et vice-versa. D'accord. Donc, il faut distinguer à la fois, il faut faire la différence entre la capacité à se multiplier, d'accord, et la capacité, d'accord, à provoquer l'infection au niveau du site préférentiel. À ce moment-là, on peut trouver des virus
qui peuvent à la fois se multiplier au niveau des deux sites, cutanés et muqueux, mais qui sont volontiers, d'accord, qui donnent volontiers des pathologies au niveau muqueux. Alors, les HPV atropisme muqueux appartiennent au genre alpha papillomavirus, alors que les cutanés, principalement, d'accord, c'est les autres, bêta, gamma, mu et d. Donc, alpha papillomavirus, d'accord, préférentiellement des virus atropisme muqueux. Alors, selon le pouvoir oncogène, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir transformant, la capacité à provoquer des atteintes tumorales, qu'elles soient bénignes ou malignes. D'accord? Alors à ce moment-là, on va distinguer ce qu'on appelle les HPV à haut risque oncogène et les HPV à bas risque oncogène. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette classification, pour l'instant, selon le potentiel oncogène, d'accord, ne concerne que les muqueux pour l'instant. D'accord? Bien qu'on va voir que les HPV cutanés peuvent donner quand même des atteintes cutanées qui peuvent être sévères. D'accord? Donc pour l'instant, quand on parle de classification selon le potentiel ou le pouvoir oncogène, cela sous-entend qu'on parle jusqu'à présent uniquement des HPV muqueux et non pas des HPV à tropisme préférentiellement cutané. D'accord? Donc pour l'instant, pas de classification dans ce sens pour les papillomavirus à tropisme cutané. Bien que, d'accord, il y a des papillomavirus qui ont été associés à des sortes de carcinomes cutanés, on va le voir. Donc si on résume un petit peu, d'accord, donc on va voir, on dit type ou génotype, hein, type ou génotype, d'accord, atropisme cutané, d'accord, atropisme muqueux, d'accord, on va voir que par exemple le 16, le 18, le 31, le 33, d'accord, ici, d'accord, qui sont à haut potentiel oncogène, d'accord, sont les génotypes qui sont impliqués dans le carcinome du col utérin. Donc, dans les génotypes, par exemple, cutanés, on va le voir, le 1, le 2, le 4, d'accord, qui sont des génotypes impliqués dans ce qu'on appelle les verrues, ce qu'on a dit tout à l'heure, les verrues, on va vous montrer des photos. D'accord? Il y a, d'accord, des génotypes qui sont mixtes. D'accord? Donc là, on a mis les principaux génotypes. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plus d'une centaine de génotypes qui ont été caractérisés chez les papillomavirus humains qui peuvent être potentiellement, d'accord, pathogènes chez l'homme. Alors maintenant, selon le haut risque, selon le risque, d'accord? Alors je ne vous demande pas de retenir tout ça. Alors moi, ce que je vous demande de retenir par rapport au pouvoir oncogène, et on va répéter ça quand on fera le pouvoir, la symptomatologie, les atteintes cliniques, d'accord? Alors il faut retenir le haut risque, d'accord? 16, 18, 31 et 33, on va le voir, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont responsables du carcinome du col utérin et qui sont incorporés dans le vaccin anti-HPV, d'accord? 16, 18, 31 et 33, et les HPV à bas risque, le 6 et le 11. Donc c'est ce qu'il faut retenir comme génotype dans les HPV, d'accord? Oncogènes, d'accord? Muqueux. Donc 16, 18, 31 et 33 pour les HPV à haut risque, et le 6 et le 11, on va le voir, pour les HPV muqueux à bas risque oncogène. Donc les autres, ce n'est pas la peine de retenir à haut risque probable, etc. Donc là, je vous rappelle un petit peu le tropisme, d'accord, cutané, muqueux, mixte, et le pouvoir oncogène. Alors ça, c'est la classification selon la séquence génomique, d'accord, c'est-à-dire le déroulement des nucléotides au niveau, d'accord, du génome, selon la structure, d'accord, de l'antigène majeur de capsid, c'est la protéine L1, on va le voir. À ce moment-là, alpha, bêta, gamma, mu et nu. D'accord, donc. Ok, donc vous voyez le nombre d'espèces, etc. Donc là, je ne vous demande pas de retenir le nombre d'espèces par genre. D'accord. Ok, je vous demande de retenir le nom des genres, voire on va voir par exemple un exemple parmi les papillomavirus les plus importants, par exemple, de dire que les génotypes 6 et 18 appartiennent à O alpha papillomavirus. D'accord, donc je ne vous demande pas de retenir 5, 15, 5, 2, 2, 1. C'est à peu près pour voir. Hein, d'accord, et on avait dit tout à l'heure que les alpha papillomavirus étaient principalement, ou les principaux papillomavirus, d'accord, presque exclusivement responsables d'atteintes muqueuses cliniques chez l'homme pour l'instant. D'accord, donc vous avez les alpha qui regroupent pour l'instant le plus nombre d'espèces, les bêta, les gamma, les mu et les nu. D'accord, bon. En plus, d'accord, c'est pas la peine d'aller vers des détails qui sont pas d'accord. On avait dit qu'on parle de type ou de génotype, c'est 6, 18, etc. On peut avoir des sous-types et des variants. C'est pas la peine d'allonger le tableau, d'accord, parce que ça donne plus de détails, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont les genres, d'accord, surtout le genre et les génotypes, type ou génotype. Alors, structure des papillomavirus. Donc, les papillomavirus, d'accord, sont des virus de petite taille non enveloppés, d'accord. Donc, virus nu, capside cubique, icosaédrique, ça veut dire cubique,
d'accord, ADN bicaténaire circulaire, on va le voir, d'accord, d'environ 8000 paires de bases, d'accord, avec 3 régions, d'accord. Donc, ADN bicaténaire circulaire, d'accord, avec 3 régions, d'accord. On va avoir, d'accord, la région non codante, d'accord, ok, ici, excusez-moi, d'accord, là vous avez la région non codante, d'accord, la région E early, d'accord, précoce, et la région L late pour tardive, d'accord. On va voir que la région tardive, d'accord, va coder principalement de protéines L1 et L2, d'accord, ce sont les protéines de capsides majeures et mineures, d'accord, et on va voir que la région E early, d'accord, la région précoce va donner, d'accord, naissance à plusieurs transcrits, à plusieurs gènes, de E1 à E7, voire E8 pour certains auteurs. Hein. Donc, il y en a qui disent le 8 est caractérisé, il y en a qui disent non, d'accord, au moins E7, etc. Et on va voir que ces protéines early, d'accord, on va voir que la protéine E6 et E7, d'accord, sont les protéines qui sont responsables, d'accord, de la physiopathologie du pouvoir oncogène des papillomavirus et de leurs propriétés transformantes. D'accord. Donc, 3 régions, la région non codante, d'accord, c'est une région de régulation, de réplication et de transcription, d'accord. Ensuite, on va voir la région précoce avec plusieurs protéines, de E1 à E8, d'accord. Chaque protéine, pour les protéines dont les fonctions ont été caractérisées, d'accord. Par exemple, le E2, c'est un facteur de transcription, et la E1, donc c'est une activité ATPase, d'accord. Et on va se concentrer, on va voir surtout, d'accord, sur les protéines E6 et E7, d'accord. J'ai dit pour la protéine E8, d'accord. Il y en a qui disent que c'est une protéine à part. Il y en a qui disent que pour l'instant, ce n'est pas une protéine à part et qui disent qu'il y a uniquement 7 protéines précoces. D'accord. Il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 8, mais en tout cas, les 7, on est d'accord là-dessus. Et justement, d'accord, ce sont les protéines E6 et E7, d'accord, qui sont impliquées dans le pouvoir transformant du virus et notamment dans la genèse du carcinome du col utérin. Donc, immortalisation, transformation et maintien du phénotype malin. D'accord. On va l'expliquer brièvement tout à l'heure. D'accord. Donc la protéine E6 et la protéine E7, comment participe-t-elle au pouvoir oncogène du virus? D'accord. C'est que la protéine E6, d'accord, alors c'est une protéine dont la cible est la protéine P53. Alors rapidement, la protéine P53, c'est une protéine cellulaire, d'accord, qui intervient dans l'apoptose des cellules. À ce moment-là, la protéine E6, en se fixant sur la protéine E7, grâce à l'ubiquitine, donc en tout cas c'est une forme d'élimination des protéines, d'accord. Donc pour résumer un petit peu, donc la protéine P53, lorsqu'elle exerce ses protéines, ses fonctions cellulaires normalement, est une protéine qui induit l'apoptose, la mort programmée physiologique des cellules. À ce moment-là, sous l'effet de la présence de la protéine E6 du papillomavirus, la protéine P53 va être inactivée, d'accord, et dégradée, et à ce moment-là, d'accord, il va y avoir, d'accord, arrêt de l'apoptose et maintien des cellules. Donc ça, c'est l'effet de la protéine E6, d'accord, qui va agir conjointement avec la protéine E7. Comment? La protéine E7, d'accord, sa cible, c'est ce qu'on appelle la protéine du rétinoblastome, qu'on appelle P105, d'accord. Cette protéine de rétinoblastome est un gène suppresseur de tumeur, d'accord. C'est un gène dont les fonctions physiologiques, d'accord, est d'inhiber, d'accord, la formation donc des tumeurs. Et à ce moment-là, la protéine E7, en phosphorylant la protéine du rétinoblastome 105, elle va empêcher ses propriétés protectrices contre les tumeurs. Et à ce moment-là, d'accord, on va avoir, d'accord, l'expression, d'accord, des gènes de tumeurs, etc. Donc, une protéine qui va être ici la protéine E7 pro-oncogène, d'accord, et une autre qui va être anti-apoptotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va maintenir en vie ces cellules potentiellement transformées ou transformantes. Et à ce moment-là, on va voir la division cellulaire de ces protéines, de ces cellules, pardon, d'accord, transformées et à pouvoir oncogène. D'accord, donc protéine E6 et protéine E7. Alors à côté, vous avez la région L late tardive qui va coder les protéines de la capside, donc la protéine L1 qui est hautement conservée, et c'est pour ça qu'elle est utilisée, d'accord, dans la caractérisation moléculaire et le diagnostic moléculaire, si on veut, d'accord, faire un séquençage, etc., des papillomavirus. Donc à côté, vous avez la protéine L2 qui est aussi majeure, en fait, je veux dire, d'un point de vue structural, d'accord, qui
aussi joue le rôle de protéines stabilisatrices entre les protéines L1, d'accord, au niveau de la formation de la capside. D'accord, donc protéine majeure de la capside, protéine mineure de la capside, on l'a dit, avec un génome, un ADN bicaténaire circulaire, d'accord, d'environ une paire de bases. Alors, la réplication des papillomavirus, d'accord, donc les papillomavirus, on va voir tout à l'heure le mode de transmission, d'accord, elles vont, donc ce sont des virus qui vont pénétrer à la faveur de microlésions, que ce soit des microlésions cutanées, que ce soit des microlésions, d'accord, génitales. Quand on va le voir, donc, elles vont se multiplier dans les couches les plus superficielles de l'épiderme, d'accord, et on va voir bien sûr dans un premier temps là, l'expression des protéines de régulation au niveau de la région encodante. Et dans une seconde phase, on va voir l'expression à la fois des protéines structurales et d'accord, des protéines à activité enzymatique, ça veut dire les protéines précoces. D'accord. Alors, c'est quoi cette histoire de coïlocytose d'ailleurs? C'est un aspect qu'on peut voir lors de l'examen anatomopathologique des lésions. La coïlocytose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des cellules, d'accord? On va voir un noyau, voire on peut même voir plusieurs noyaux, d'accord? La cellule haute cible, bien sûr, hein, c'est la cellule cutanée, c'est pas le virus, d'accord? Donc, sous l'effet de la multiplication du virus, la cellule, on va voir, d'accord, que le cytoplasme est vide, absent. D'accord? C'est comme si un trou. Donc, imaginez une cellule, d'accord, juste le noyau, et on voit rien d'autre. Donc, on voit que le cytoplasme est absent, pas de débris, pas de granules, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle la coïlocytose qu'on peut observer, d'accord, par examen anatomopathologique. Et étant bien sûr des virus oncogènes, d'accord, la fin de la réplication du virus va s'accompagner de l'intégration, d'accord, du génome ou d'une partie de l'ADN viral dans l'ADN de la cellule hôte. D'accord. C'est suite à la réactivation, d'accord, sous divers stimuli, d'accord, avec le système immunitaire, les conditions physiologiques ou pathologiques du patient, d'accord, qu'on va avoir, d'accord, la production des différentes protéines, d'accord, et éventuellement, d'accord, on va voir l'expression du phénotype oncogène. Donc, le phénotype oncogène, qu'on a dit que c'est quoi, d'accord, c'est la conséquence de l'immortalisation, d'accord, la croissance et la dissémination métastatique. Ok. Donc, on va voir, on répète, donc une dérégulation cellulaire, une expression du phénotype malin, d'accord, une croissance cellulaire, donc il n'y a pas d'apoptose, d'accord, et même une dissémination métastatique. À ce moment-là, d'accord, les cellules vont diffuser, d'accord, pour aller, d'accord, siéger au niveau, d'accord, du site d'expression clinique, d'accord, du pouvoir oncogène. Donc, dérégulation de la prolifération, immortalisation, transformation, croissance tumorale et dissémination métastatique. Et ça, on l'a déjà vu, d'accord. C'est le rôle, d'accord, pour la première étape, d'accord, des protéines E6 et E7. Donc, la protéine E6, d'accord, qui va interférer avec l'apoptose, et la protéine E7, d'accord, qui, elle, va, d'accord, avoir un rôle proto-oncogène, d'accord, en dégradant la protéine anti-oncogène, la protéine du rétinoblastome P105. Aspect épidémiologique, d'accord, ça on l'a déjà vu, d'accord. Donc elles infectent, ce sont des virus qui infectent les couches les plus superficielles cutanées, notamment la couche basale des épithéliums apigiens. D'accord, la transmission interhumaine, elle se fait par contact direct cutané ou muqueux. D'accord, donc il n'y a pas de transmission respiratoire, il n'y a pas de transmission pour l'instant par le sang, etc. C'est soit un contact cutané, d'accord. On va voir par exemple pour une personne qui a des verrues au niveau des pieds. Donc si on va partager les mêmes chaussures, si on va fréquenter d'accord, les mêmes piscines, s'il n'y a pas de désinfection d'antisepsie, par exemple par les antiseptiques, l'eau de javel, etc. D'accord, ou par contact muqueux, par exemple, lors d'une transmission par voie génitale. D'accord, en contact direct cutané ou contact muqueux. D'accord, et on rappelle que les HPV à localisation génitale sont des infections sexuellement transmissibles. D'accord. Alors, je vous rappelle rapidement que le cancer du col utérin, donc derrière le cancer du sein, d'accord, c'est le second cancer le plus fréquent chez la femme. D'accord, avec environ à peu près 275 000 décès par an dans les pays développés, d'accord. Et il faudrait savoir que les HPV à haut risque, d'accord, les HPV à haut risque, d'accord, oncogènes, notamment le 16, le 18, mais également le 31 et le 33, d'accord, sont retrouvés dans pratiquement 100% des carcinomes du col de l'utérus. D'accord. Donc, quand on parle carcinome
col de l'utérus, ceci renvoie directement papillomavirus 16, 18, 31 et 33. D'accord? Alors, le pouvoir pathogène, d'accord? Donc, on va voir plusieurs formes. Des formes les plus bénignes, c'est ce qu'on appelle les verrues plantaires. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu d'accord, ce genre d'atteinte, d'accord. Donc ce sont des croissances cutanées, d'accord, au niveau, ça peut toucher les pieds en général, ça peut toucher les mains, mais surtout les pieds, d'accord, c'est ce qu'on appelle des verrues plantaires, d'accord, avec plusieurs atteintes ou expressions cliniques, d'accord, donc atteinte vulgaire, je sais pas, papillomenteuse, plane, etc. En général, bon, elle regresse spontanément, d'accord, ou c'est l'effet, sous l'effet, d'accord, d'un traitement local, on va le voir. On va voir le traitement tout à l'heure, on dira un petit mot sur les traitements. Verrues plantaires. Alors, on peut avoir des formes, d'accord, qui sont, on va dire, carcinogènes et qui sont plus sévères, ce qu'on appelle l'épidermodysplasie verruciforme. Alors, les verrues plantaires sont des atteintes, d'accord, qui sont cosmopolites. De toutes les façons, les HPV sont des virus cosmopolites, sauf que pour l'instant, d'accord, cette deuxième atteinte, on va voir l'épidermodysplasie verruciforme, qui est une atteinte carcinogène cutanée, on va la voir, d'accord, à vie, d'accord. Pour l'instant, elle est localisée dans certaines régions du monde. Et on dit que, d'accord, on suspecterait, d'accord, un facteur génétique familial. C'est ce qu'on appelle l'épidermodysplasie verruciforme, d'accord. Donc ça s'enlève pas, c'est une atteinte qui est clinique, qui est carcinogène au niveau cutané. Donc, tout ce qu'on peut donner, ce sont d'accord des traitements symptomatiques à base de immunomodulateurs, corticoïdes, etc. D'accord. Donc là, il n'y a pas de traitement chirurgical, etc. pour l'instant. Alors, ensuite, on va avoir les lésions du tractus génital, donc le carcinome du col utérin, d'accord. Et on peut avoir, d'accord, dans les atteintes muqueuses à côté, d'accord, du carcinome du col utérin, d'accord. Bon, avant de passer au papillome laryngé, on peut avoir ce qu'on appelle les condylomes acuminés ou les condylomes. Les condylomes. Alors les condylomes, ce sont des atteintes génitales chez l'homme. Donc le carcinome du col utérin, bien sûr, c'est la femme, d'accord. Et les condylomes, d'accord, ce sont des atteintes génitales, d'accord, chez l'homme. Ce sont des atteintes, j'allais dire, oncogènes, mais d'accord, à bas risque. C'est pas comme le carcinome du col utérin. D'accord. Le carcinome du col utérin, c'est un cancer qui est assez sévère chez la femme s'il n'est pas pris en charge à temps, etc. Tandis que les condylomes, c'est aussi une atteinte cancéreuse, d'accord, chez les hommes, d'accord, mais qui est de portée bénigne par rapport, d'accord, au carcinome du col utérin chez la femme. Donc, à côté de ça, donc, dans les atteintes muqueuses, on va avoir les atteintes du tractus génital, on va avoir ce qu'on appelle les papillomes laryngés. D'accord. Comme leur nom l'indique, d'accord, on va avoir des atteintes au niveau du larynx. D'accord, ce qu'on appelle donc, un papillome laryngé, d'accord. Et le risque, c'est d'avoir, d'accord, il faut les enlever. Pourquoi? Parce que le risque, c'est d'avoir une obstruction laryngée. On peut avoir une asphyxie par obstruction laryngée, d'accord. Et le traitement, il est chirurgical, qui se fait par les spécialistes en oral. Et là, tout à l'heure, quand je vous ai montré les différents tableaux, quand on a vu les classifications, quand je vous ai dit, vous retenez le 6 et le 6 et le 11 sont responsables, d'accord, de papillome laryngé, mais également sont responsables de condylome. D'accord. On va le voir, d'accord, quand on fera le tableau récapitulatif, d'accord. Donc ici, vous avez le pouvoir pathogène des HPV, donc c'est un tableau qui résume tout ça, d'accord. Et vous voyez bien que dans les papillomes laryngés, on va voir le 6 et le 11, de même que dans les atteintes génitales masculines, les condylomes acuminés. D'accord, 6, 11, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour résumer tout ça. Donc au niveau de la peau, vous allez avoir les verrues, avec toute leur morphologie que les dermatologistes, d'accord, spécialistes en dermato connaissent. En général, c'est le A de 1 à 4, 1, 2 et 4 principalement. Vous allez avoir l'épidermodysplasie verruciforme, c'est les jeunes types 5, 8 et 9, d'accord. Le carcinome du col utérin, 16, 18, 31, 33, d'accord. Les condylomes chez l'homme, le 6 et le 11, d'accord. De même que les papillomes oraux laryngés, d'accord. Soit la muqueuse orale, soit la bouche, d'accord, soit, d'accord, les deux, soit uniquement le larynx. Alors, diagnostic, d'accord, méthode de détection, d'accord. Alors, avant de parler des méthodes, alors il faudrait savoir que le diagnostic des infections à HPV, alors quand on prend par exemple les verrues, d'accord, c'est un diagnostic qui est clinique. Ça ne nécessite pas la confirmation du laboratoire. Donc, facilement, les spécialistes en dermatologie, d'accord, identifient les verrues et les traitent en tant que telles. Donc, ça, c'est pour les verrues. Alors maintenant,
pour les atteintes muqueuses, qu'elles soient donc bénignes, malignes et génitales, laryngées, etc. D'accord? Le diagnostic, d'accord, fait appel à l'anatomopathologie. En fait, le laboratoire de microbiologie, le laboratoire de virologie, il est exceptionnellement, d'accord, sollicité. Donc, le diagnostic, il est clinique et il est anatomopathologique. Donc, on fait appel à l'anapathe, d'accord, et on ne fait pas appel à la virologie, sauf dans des cas exceptionnels. D'accord? Donc, en fait, le diagnostic virologique est rarement, exceptionnellement sollicité. D'accord? Au niveau de l'anapathe, on va voir, ils ont leur technique anatomopathologique, mais également, ils peuvent faire, d'accord, de la biologie moléculaire, d'accord, à la recherche des génotypes les plus fréquemment isolés responsables du carcinome du col utérin, et notamment 16, 18, 31 et 33. D'accord, ils ont les techniques de coloration classiques, et à côté de ça, ils ont de la biologie moléculaire, d'accord, pour la recherche des génotypes impliqués dans le carcinome du col utérin. Donc, méthode de détection et d'identification, d'accord, ce sont des techniques de biologie moléculaire. Alors, pour l'instant, pas d'isolement en culture virale, c'est très très difficile de les isoler, d'accord, avec un ECP qui n'est pas caractéristique, etc. Pas de sérologie et pas de détection d'antigènes virales. D'accord, ce sont les techniques de biologie moléculaire qui font actuellement le diagnostic des atteintes HPV. D'accord. Et ces techniques, d'accord, sont basées principalement sur l'hybridation. D'accord. Donc la dernière fois, par exemple, quand on a fait le cours, par exemple, sur les coronaviridés, d'accord, les coronavirus, quand on a parlé de RT-PCR, c'est l'amplification. D'accord. Donc ici, c'est surtout l'hybridation. On va voir l'hybridation avec ou sans amplification. D'accord. Alors, le diagnostic d'un point de vue virologique va se dérouler en deux étapes. D'accord. Alors, parfois, les deux étapes sont combinées, parfois non. Alors, soit la détection, d'accord, qualitative, d'accord, sans distinction ou sans précision du génotype. Soit il y a des techniques qui font à la fois, d'accord, il y a des techniques qui font uniquement la détection des HPV, et à ce moment-là, on va dire dans le compte rendu qu'il y a présence ou absence d'HPV sans préciser le génotype. Comme il y a d'autres techniques qui permettent en même temps, d'accord, de faire la confirmation de la présence de l'HPV avec la détermination du génotype impliqué. Alors, premièrement, détection sans précision de type. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'hybridation en phase liquide. D'accord? Après extraction de l'ADN, d'accord, il va y avoir hybridation, on va rajouter des sondes ARN, donc l'ADN va se fixer sur un ARN, d'accord, des sondes ARN, et ensuite on va rajouter des anticorps anti premier duplex, d'accord, ADN ARN. D'accord, vous avez la photo, d'accord, donc anticorps anti ADN ARN qui sont couplés ou marqués par une enzyme, notamment la phosphatase alcaline. On va rajouter le substrat de l'enzyme pour faire la révélation et on va avoir, d'accord, une réaction colorimétrique. D'accord, donc l'hybridation en phase liquide. Donc une réaction colorimétrique, on va dire au spectrophotomètre, bien sûr. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle l'hybridation en phase liquide. Alors ensuite, deuxième petite technique, d'accord, là c'est une hybridation directe. D'accord, l'hybridation en phase liquide, donc il n'y a pas eu d'amplification, extraction, hybridation et révélation. Alors, ensuite, d'accord, on va faire, d'accord, euh, l'hybridation après amplification, d'accord, et détection immunoenzymatique. D'accord. Donc à ce moment-là, d'accord, on va faire extraction de l'ADN, ensuite amplification de l'ADN par technique d'amplification, d'accord, ok, notamment une PCR, d'accord, et ensuite hybridation et révélation des amplicants, ce sont les produits d'amplification, d'accord, de l'HPV, comme on vient de le voir pour la première technique, par technique immunoenzymatique. Donc la différence entre les deux réactions, c'est que dans la première réaction, on a fait directement une hybridation sur ce qu'on a trouvé. Alors ici, on est passé par une étape d'amplification et ensuite, dans un deuxième temps, on a fait, d'accord, une hybridation et une détection immunoenzymatique des amplicants HPV. D'accord. OK. Avec une réaction colorimétrique, etc., la peroxydase, etc. D'accord. Donc, hybridation en phase liquide, d'accord, et amplification par PCR, etc., qui se fait également en phase liquide. Hein, d'accord, qui se fait également en phase liquide. Alors, ensuite, détermination du génotype. D'accord, détermination du génotype. Donc, plusieurs façons pour faire le génotypage. Alors, soit, d'accord, avoir directement un séquenceur, c'est-à-dire faire la révélation des séquences nucléotidiques des bases. Alors, soit les techniques,
donc les moins chers et les plus utilisés en pratique, on va voir, c'est les sondes immobilisées sur bandelette, d'accord? C'est une révélation du génotype par hybridation, d'accord? Donc là, donc vous avez, d'accord, une bandelette, d'accord? Donc on va faire, d'accord, l'extraction de l'ADN, une amplification, et le produit d'amplification, on va l'hybrider, d'accord, par une sonde, d'accord, qu'on va ramener, d'accord, et il va y avoir, d'accord, la fixation, d'accord, du produit d'amplification, d'accord, on va rajouter, d'accord, le substrat de l'enzyme et réaction colorimétrique, d'accord. Sauf qu'ici, d'accord, on va déterminer le génotype. Et la bande, on va dire par exemple que la bande, par exemple, cette bande, si elle se révèle positive, c'est le génotype 6, c'est le 11. D'accord. Donc vous avez plusieurs, d'accord, génotypes qui sont incorporés sur la bande, d'accord, et on va voir, d'accord, la bande qui va apparaître foncée, et on va la comparer, par exemple, bien sûr, on a bien sûr une bande de lecture, d'accord, qui est fournie avec le fournisseur, et on va voir, d'accord, que par exemple, si c'est la 10e bande qui apparaît, par exemple, c'est le génotype 11, par exemple. D'accord. OK. Alors, donc ça, le séquençage, la sonde immobilisée sur bandelette, d'accord, et les puces ADN. Alors, c'est quoi les puces ADN? Alors, les puces ADN, d'accord, ce sont des cellules qui sont environ 2 centimètres, d'accord, qui font à peu près la taille d'une lame microscope porte-objet, d'accord. Et dans cette cellule, vous voyez, il y a plusieurs puits, d'accord. Chaque puits peut révéler jusqu'à 1 à 3 gènes en général, c'est un gène, d'accord. Donc, une cellule, ça peut révéler une centaine de gènes en même temps, d'accord. Et, d'accord, kiff, le principe, c'est quoi? C'est aussi une hybridation, sauf qu'ici, il y a deux choses. C'est que la sonde qu'on va utiliser, c'est une sonde qui est marquée par un fluorochrome, et non pas par une substance enzymatique, d'accord. C'est pas une réaction colorimétrique, ça c'est la première des choses. Et la lecture va se faire par un scanner à balayage laser, à fluorescence, d'accord, qui va lire la fluorescence, d'accord, et qui va être traduit dans un logiciel qui va, lui, nous donner le résultat. D'accord. D'accord, c'est une technologie qui est très chère. Une seule cellule comme ça coûte, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ça coûte plusieurs millions de centimes. D'accord. Donc ici, la réaction n'est pas colorimétrique, c'est une réaction fluorimétrique, d'accord, par fluorescence, avec un lecteur, d'accord, à balayage laser. Il faut avoir un lecteur spécial, d'accord, un appareillage de lecture spécial, d'accord, avec un logiciel, un système informatique et, d'accord, un micro-ordinateur pour la traduction des résultats. D'accord. Donc ici, la lecture va se faire donc directement à l'œil nu, par, d'accord, lecture des bandes d'hybridation s'il y aura une bande positive. D'accord. Alors, rapidement, ça c'est quoi la technologie Luminex? D'accord. La technologie Luminex, bon, la dernière fois on est passé rapidement quand on a fait le cours sur le VIH. D'accord. C'est que la dernière fois, quand on a parlé de la numération des CD4+, on fait ça par ce qu'on appelle la cytométrie en flux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cytométrie en flux, rapidement, d'accord. La technologie Luminex, c'est un cytomètre en flux. D'accord. Alors, cytomètre en flux, c'est quoi? D'accord. Le cytomètre en flux, c'est que euh, on va utiliser, d'accord, une lecture, on va utiliser un appareil, d'accord, avec des électrodes, et quand, par exemple pour les CD4, quand rapidement, d'accord, on va utiliser dans le réactif des anticorps qui sont marqués par un fluorochrome, d'accord, et quand les cellules vont passer au travers de l'électrode, il va y avoir un signal qui est lu par un lecteur laser, parce que c'est de la fluorescence. C'est pas comme un coulter, c'est pas un signal électrique, d'accord, c'est un signal fluorimétrique qui est lu par un laser, et à ce moment-là, d'accord, il est traduit en termes de chiffres, par exemple CD4, en termes de copies, etc. C'est à peu près la même chose, on va utiliser un cytomètre en flux, et au lieu de caractériser les antigènes, dire CD4+, et compter les cellules, d'accord, ici, donc on va lire des fragments de génome, d'accord, on va lire des fragments de génome par un dispositif laser à fluorescence, d'accord, c'est une lecture, d'accord, laser, d'accord, à fluorescence, d'accord, mais sans utiliser une technique d'hybridation, d'accord, parce que dans les puces ADN, c'est une hybridation qui se fait, d'accord, sur ce qu'on appelle une puce ou la micropuce, ça veut dire genre une lame, d'accord. Ici, c'est un appareillage, j'aurais dû mettre une photo, d'accord, pour le Luminex, c'est un appareillage, d'accord, avec des électrodes, etc., et un système à balayage laser à fluorescence. Alors, détection quantitative, on peut évaluer la charge virale, c'est-à-dire la quantité du génome, mais en pratique, ça ne se fait pas. D'accord.
On le fait rarement, en général, dans un but de recherche, etc. Ça donne un lieu sur l'état ou le pronostic de la lésion, etc. Mais en général, il fait une détection qualitative. D'accord. Aussi, une technique que j'allais dire innovante, c'est d'essayer de détecter les ARNM, notamment les ARNM des produits oncogéniques E6 et E7. D'accord. On peut prévoir, d'accord, le comportement des virus si on arrive à détecter de façon précoce chez des patients, par exemple, à risque. D'accord. Mais ça reste aussi pour l'instant du domaine, j'allais dire, de la recherche. Et les applications sont limitées. En fait, si on résume un petit peu, ce sont, d'accord, ces techniques, d'accord, la détection qualitative et ensuite la détection du génotype qui sont utilisées en routine. Les hybridations, d'accord, les hybridations en préamplification et les techniques de génotypage, d'accord, le séquençage, les bandes, d'accord, et les micropuces, voire la cytométrie. Donc, traitement des infections HPV, d'accord, pour l'instant, aucun traitement antiviral spécifique contre les infections HPV. D'accord. Alors, si on commence par donc, les atteintes les plus simples, d'accord, les atteintes cutanées par exemple, excusez-moi, d'accord, les atteintes cutanées. Alors, pour les atteintes cutanées, d'accord, en général, alors soit que les verrues peuvent partir seules, mais en général, d'accord, on va se faire aider par un traitement genre l'acide salicylique, d'accord, voire un traitement à l'azote, l'électrocoagulation, etc. Donc, ce qu'on appelle les verrues ici, d'accord, c'est l'application de ce qu'on appelle les topiques. D'accord, en général, on va utiliser l'acide salicylique ou la podophiline, d'accord, éventuellement le laser. Alors, actuellement, l'utilisation de ce qu'on appelle la cryothérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever les lésions en utilisant l'azote liquide. Donc actuellement, ce n'est plus utilisé, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est inconfortable pour le patient, etc. D'accord? C'est soit l'acide salicylique et la podophiline que le patient applique chez lui à la maison, d'accord, avec un contrôle chez le dermatologue. Si ça part pas, d'accord, on peut éliminer les lésions avec du laser ou d'électrocoagulation. Ça veut dire quoi? D'accord, c'est un appareil par des décharges électriques, on va essayer d'enlever et de tuer les verrues. Donc ça, c'est pour les verrues cutanées, donc les formes les plus simples. Alors, pour les lésions cervicales, d'accord, c'est un traitement chirurgical, gynécologue, d'accord, associé à une cryothérapie, à une thérapie par l'azote, d'accord, pour essayer de stériliser les lésions. D'accord. Pour les papillomatoses laryngées, les formes orolaryngées, c'est un traitement chirurgical qui est assuré par le spécialiste en oreille. Alors, pour la prévention, d'accord, la prévention concerne, d'accord, les papillomavirus à haut risque oncogène, et notamment les papillomavirus qui sont impliqués dans les carcinomes du col utérin, et notamment 16, 18, 31, 33, d'accord. Il y a des vaccins commercialisés qui sont efficaces, alors soit bivalents, qui renferment uniquement les génotypes 16 et 18, soit encore mieux, il y a un vaccin qui est tétravalent, donc qui est commercialisé depuis le début des années 2000, avec les 4 génotypes majeurs dans le carcinome du col utérin, à savoir 6, 18, 31, 33, d'accord, qui sont administrés, d'accord, aux préadolescentes, d'accord, en âge, chez les jeunes, chez les adolescentes et les préadolescentes, d'accord, chez les femmes jeunes, donc avant ou juste à l'entrée de l'activité génitale, parce qu'on a vu, d'accord, que c'est un virus donc qui est associé, d'accord, aux infections sexuellement transmissibles, d'accord, et qui est associé à la période d'activité génitale, d'accord. Donc, la vaccination, d'accord, elle concerne les préadolescentes et les adolescentes par le vaccin tétravalent qui est efficace et qui permet de protéger. Les études ont montré dans pratiquement 100% des cas contre l'apparition du carcinome du col utérin. Alors, rapidement pour résumer, d'accord, donc les papillomavirus sont des virus ADN qui infectent les épithéliomes apigiens, qui sont classés en genre, en espèces, donc, mais surtout en génotype, d'accord, à tropisme cutané, muqueux ou mixte, d'accord, ce sont des virus transformants avec un pouvoir oncogène qui parfois peut être assez important, notamment dans le carcinome du col de l'utérus. Les protéines majeures qui jouent un rôle dans le processus transformant sont les protéines E6 et E7, d'accord, et le carcinome du col utérin, d'accord, est un problème majeur de santé publique de portée mondiale. Et heureusement, d'accord, qu'il existe, d'accord, une prévention efficace qui repose pour le carcinome du col utérin sur la vaccination. Le diagnostic, il est avant tout histo-anatomopathologique et exceptionnellement, on fait appel au laboratoire de virologie.
D'accord. Maintenant, pour les techniques moléculaires qu'on avait vues, d'accord, au niveau de la NAPAT, ils ont ce qu'on appelle des techniques d'hybridation in situ, d'accord, qui reposent sur des techniques de biologie moléculaire, des techniques d'hybridation de biologie moléculaire, d'accord, qui se font directement sur tissu, d'accord, qui permettent d'obtenir la confirmation et le génotype pour les génotypes les plus importants. Et à ce moment-là, si on se trouve peut-être devant des génotypes qui sont rares, etc., et qui ne sont pas révélés par les réactifs, on pourra à ce moment-là faire appel, d'accord, à un séquençage au niveau du laboratoire de virologie. D'accord. Donc, le diagnostic est un diagnostic de biologie moléculaire. Pour l'instant, pas détection d'anticorps, pas détection d'antigènes, d'accord, et on ne se base pas sur la culture cellulaire pour faire le diagnostic virologique. Bon, on passe aux parvoviridés, d'accord, et on laissera les questions à la fin. Alors, parvoviridés, donc autre famille, autre virus qui n'ont rien à voir avec le carcinome du col de l'utérus, qui ne sont pas des virus transformants, d'accord. Famille des parvoviridés avec deux genres, deux sous-familles, pardon. La sous-famille qui nous intéresse, c'est la sous-famille des parvovirinés. Donc les donzoviriniens sont des virus qui infectent les insectes. Alors, les parvovirinés, avec deux genres qui intéressent les humains, d'accord, c'est le genre érythrovirus, donc, et le genre bocavirus, d'accord, surtout le genre érythrovirus, on peut le voir, qui est responsable, d'accord, c'est pour ça qu'on fait surtout ce cours, d'accord, pour ces deux genres, le genre parvovirus et le genre bocavirus. Avant tout, le genre parvovirus, c'est ce qu'on appelle, le genre érythrovirus, c'est ce qu'on appelle le virus parvovirus B19, le parvovirus B19, d'accord. Alors, les parvovirus sont des virus non enveloppés, d'accord, à capside cubique icosaédrique, principalement constitués de deux protéines VP1 et VP2. Ce sont des tout petits virus, d'accord, vous voyez bien de 20 nanomètres, d'accord, avec un génome qui est un ADN linéaire monocaténaire. Alors parfois on dit polarité positive, parfois il peut se comporter comme un ADN de polarité négative. D'accord. C'est une situation qui est particulière pour l'instant au sein des virus qui infectent les humains. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est un ADN linéaire monocaténaire, tantôt qui se comporte comme un virus de polarité positive au moment de la réplication, tantôt comme un virus de polarité négative. D'accord. Avec, d'accord, les protéines de capside VP1, VP2, une protéine de régulation NS1 et deux protéines pour l'instant à qui on n'a pas attribué de nom, mais on sait que ce sont des protéines d'environ 7 et 11 kilobase, d'accord, kilodalton. Donc 5 protéines pour l'instant qui ont été identifiées chez les parvoviridés. Le parvovirus P19, on va le voir, qui est un virus qui a un tropisme particulier pour l'antigène P du groupe sanguin chez les précurseurs pré-érythroblastiques, les BFUE et les CFUE. D'accord. Donc la transmission du virus va se faire par voie respiratoire, peut être à l'origine de petites épidémies, d'accord. Une transmission par voie sanguine qui est certes rare et difficile, mais qui est possible, d'accord, et qui est tributaire de la charge virale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se transmet quand la charge virale, la concentration du virus, elle est élevée dans le produit sanguin. Sinon, quand la concentration est faible, il ne se transmet pas. D'accord. Et on va le voir aussi, la transmission materno-fœtale par voie transplacentaire. D'accord. On va voir qu'elle peut être très sévère chez le nouveau-né. Donc, trois voies de transmission, principalement dans la population générale, c'est la voie respiratoire, une possibilité de la transmission par voie sanguine pour des concentrations élevées dans le sang et une transmission materno-fœtale qui se voit par voie transplacentaire et qui peut être responsable, on va voir, d'infection materno-fœtale. Alors, la plupart des atteintes sont des infections asymptomatiques. D'accord. Premièrement, chez le patient immunocompétent, d'accord, le parvovirus B19 est responsable de ce qu'on appelle le mégalérythème épidémique. D'accord, c'est une atteinte cutanée. D'accord, donc c'est un érythème. D'accord, appelé également la cinquième maladie de l'enfant. D'accord, donc chez l'enfant, d'accord, ça va donner un érythème généralisé qui peut être reconnu par les spécialistes et qu'on appelle le mégalérythème épidémique. D'accord. À côté de ça, d'accord, par exemple chez les adultes, d'accord, il peut donner des arthralgies. D'accord. Il se révèle surtout non pas par une atteinte cutanée, mais surtout par une atteinte des articulations, et notamment des grosses articulations,
d'accord, notamment le genou par exemple, le coude, le genou surtout, d'accord, des arthralgies, d'accord, chez environ 30% des adultes et particulièrement chez la jeune femme. D'accord, donc l'atteinte par le B19 peut être révélée par une arthralgie des grosses articulations chez les adultes. Alors, à côté de ça, on peut avoir des crises érythroblastopéniques. D'accord, ça veut dire quoi? Une érythroblastopénie, d'accord, sévère, donc une diminution de la concentration des érythroblastes, d'accord, au niveau du sang, et notamment chez les patients qui portent des atteintes constitutionnelles du globule rouge, notamment la drépanocytose, le déficit en G6PD, d'accord, et la microsphérocytose, les atteintes de la membrane. À ce moment-là, on va avoir une anémie brutale et profonde. Alors, chez les patients immunodéprimés, d'accord, et notamment par exemple chez les patients cancéreux, les leucémiques, etc., cette érythroblastopénie ne sera plus passagère, mais elle sera profonde. Et à ce moment-là, on risque d'avoir, d'accord, une aplasie avec tous les risques infectieux, etc. D'accord. Donc, pour résumer un petit peu, on peut avoir deux types d'érythroblastopénie ou de crise érythroblastopénique. On peut avoir une atteinte aiguë, d'accord, donc une atteinte de la lignée rouge qui est aiguë, d'accord, ok, chez les patients qui portent des anomalies constitutionnelles du globule rouge. Donc, microsphérocytose, déficit en JSPD et drépanocytose surtout. À côté de ça, chez les patients fortement immunodéprimés, notamment qui ont un déficit de l'immunité congénital ou acquis, d'accord, chimiothérapie, cancer, VIH, etc., d'accord, on peut avoir une érythroblastopénie profonde et durable dans le temps, qui est due à une virémie chronique et active, etc. À ce moment-là, avec le risque d'aplasie médulaire et avec tous les risques qu'on va avoir, d'accord, l'atteinte hémorragique, l'atteinte infectieuse, etc. Alors, chez le fœtus, d'accord, on avait dit que le virus pouvait se transmettre efficacement par voie transplacentaire et être responsable, d'accord, d'une infection materno-fœtale. Cette infection materno-fœtale, alors, soit elle peut être asymptomatique, d'accord, à ce moment-là, le fœtus, j'allais dire, va guérir sans séquelles. Alors, soit on va avoir myocardite sévère, qui peut être fatale dans un tiers des cas, soit surtout, on va avoir ce qu'on appelle une anasarque fœtoplacentaire, qu'on peut révéler par échographie, qui est mortelle dans 90% des cas. D'accord. On peut avoir soit une atteinte asymptomatique, soit aller vers la forme fatale, l'anasarque fœtoplacentaire, qui est mortelle dans 90% des cas. D'accord. Avec d'autres atteintes. D'accord. Bon. Autre manifestation chez le patient immunocompétent, etc., thrombopénie, neutropénie, atteinte neurologique. En général, ce sont des atteintes passagères qui régressent spontanément. Donc, pour résumer un petit peu, donc, le parvovirus B19, d'accord, chez l'immunocompétent, alors chez l'enfant, c'est une atteinte dermatologique, le mégalérythème épidémique. Chez l'adulte, donc avec ou sans arthralgie, c'est des arthralgies, d'accord, ok. Alors, chez les patients qui ont des anomalies du globule rouge, des crises d'érythroblastopénie. Chez les patients fortement immunodéprimés, c'est des érythroblastopénies profondes qui doivent être prises en charge par un traitement spécifique. D'accord. Chez le nouveau-né, soit une forme asymptomatique, sinon des formes sévères, myocardite et un anasarque fœtoplacentaire. Le diagnostic virologique, d'accord, c'est un diagnostic principalement indirect, c'est un diagnostic sérologique, d'accord, dû à la facilité de diagnostic dans le laboratoire. Alors sinon, on va voir selon les situations cliniques, d'accord, si on a la PCR, elle s'impose dans certaines situations. D'accord. Pour le diagnostic indirect, c'est un diagnostic sérologique par détection des anticorps type IgG et IgM, par surtout technique immunoenzymatique, EIA, ça veut dire ELISA, ou par technique d'immunofluorescence indirecte. Sinon, le diagnostic direct, c'est surtout un diagnostic moléculaire, d'accord, par PCR ou par technique d'hybridation, d'accord, hybridation ou par PCR. Alors, chez les sujets immunocompétents, d'accord, sujets immunocompétents en dehors de la grossesse de la femme enceinte, d'accord, la technique la plus fiable, la plus simple, c'est la sérologie, d'accord. Donc, devant une suspicion, on va faire recherche d'IgM et IgG, d'accord. Si IgM présent, c'est primo-infection. Si IgM absent, IgG présent, d'accord, ceci témoigne d'un contact ancien avec le virus et d'un patient qui est immunisé. D'accord. Donc ça, c'est le premier contexte. Devant une suspicion de crise d'érythroblastopénie. D'accord. Alors, chez les patients
genre qui ont des anomalies du globule rouge, c'est-à-dire les patients qui ne sont pas fortement immunodéprimés, qui peuvent produire des anticorps, associés à la sérologie avec une recherche du génome viral par PCR ou par hybridation. D'accord. Alors, chez les patients qui sont fortement immunodéprimés, ça veut dire chez qui il n'y a pas ou très peu de recherche d'anticorps. Comme les anticorps vont faire défaut et on risque d'avoir des faux négatifs, d'accord, on va faire une détection du génome par biologie moléculaire. Alors, chez la femme enceinte, alors il faut faire la distinction entre deux situations. Donc, le diagnostic chez la femme elle-même, d'accord, et la recherche de l'atteinte chez le fœtus, éventuellement le nouveau-né. Premièrement, quand on commence par la femme, d'accord, le diagnostic, c'est surtout, on va commencer par la sérologie, d'accord. Si la femme, elle présente la présence d'IgM, d'accord, absence d'IgG, d'accord, c'est que on est devant une primo-infection maternelle. Sauf que, d'accord, donc primo-infection maternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de transmission materno-fœtale chez le fœtus. D'accord. Alors, si la femme est immunisée, pas de problème. Alors, si on est devant une primo-infection maternelle, le diagnostic il est facile par les IgM. D'accord. Sauf que ça ne permet pas de prédire la transmission au fœtus. D'accord. Parce qu'il peut, comme il peut y avoir de transmission, comme il peut ne pas y avoir de transmission. D'accord. À ce moment-là, d'accord, il faut faire le diagnostic de l'atteinte materno-fœtale. Et pour l'atteinte materno-fœtale, d'accord, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que, d'accord, si on va prélever du sang fœtal à la recherche des IgM, d'accord, on peut ne pas trouver des IgM chez le nouveau-né, chez le fœtus. D'accord. Pourquoi? Parce que les IgM peuvent avoir disparu après avoir fait le diagnostic chez la femme. D'accord. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un suivi échographique. D'accord. Donc, si la femme est IgM+, d'accord, suivi mensuel par échographie chez le fœtus, d'accord, et devant tout signe clinique à l'échographie, d'accord, d'Anasarc ou autre, d'accord, on va faire une recherche du virus par PCR dans le liquide amniotique et dans le sang fœtal si c'est possible. Si, d'accord, c'est possible. D'accord. Alors pourquoi? Parce que le temps que les IgM, d'accord, le temps que le fœtus a commencé à développer les signes, les IgM peuvent avoir disparu. C'est pour ça que la recherche des IgM spécifiques dans le sang fœtal peut s'avérer faussement négative. D'accord. Donc, suivi échographique, d'accord. Et à ce moment-là, si il y a signe échographique d'une mauvaise évolution, faire une ponction du liquide amniotique et du sang fœtal et recherche directement du virus par PCR. Si PCR+, d'accord, c'est qu'il y a présence d'une infection fœtale à parvovirus. Sinon, d'accord, cette atteinte échographique, elle est due à autre chose, un autre virus ou à un autre facteur. Alors, traitement, d'accord, chez les sujets immunocompétents, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte, d'accord, même le mégalarithème, etc., d'accord, c'est un virus qui guérit spontanément, qui ne laisse pas de séquelles. On peut avoir quand même quelques douleurs articulaires, post-arthralgie, etc., mais qui vont disparaître dans le temps. Donc l'arthralgie va disparaître dans le temps. D'accord. Sinon, d'accord, pour les érythroblastopénies, c'est le traitement nécessaire, transfusion, d'accord, pour les crises, etc. Devant une érythroblastopénie chronique, d'accord, pour les patients immunodéprimés, c'est transfusion, voire traitement genre corticoïdes, etc., immunosuppresseurs, etc. D'accord. Devant la nasarque fœtoplacentaire, c'est l'exanguinotransfusion, d'accord, c'est-à-dire, d'accord, la transfusion ex vivo du sang avec purification du sang, etc., qui permet de sauver environ 50% des fœtus. D'accord. Donc, devant une anasarque fœtoplacentaire, d'accord, on doit faire une exanguinotransfusion, d'accord, qui permet de sauver environ 50% des fœtus. Alors ça, c'était pour le parvovirus B19. Alors, deuxième genre, d'accord, c'est le bocavirus humain. Donc, le bocavirus humain, d'accord, qui est un virus de découverte très récente. C'est à partir de 2005, d'accord, qui est responsable d'infections respiratoires. D'accord. Pour l'instant, donc ce sont des infections respiratoires pour l'instant qui ne sont pas sévères, pas de détresse respiratoire, pas de décès pour l'instant, d'accord, mais comme c'est un nouveau virus, c'est un virus qui reste donc à l'étude pour l'instant. 2005, d'accord, qui a été détecté en Suède, identifié pour la première fois, d'accord, chez des enfants de moins de 5 ans, d'accord,
qui avaient présenté une infection respiratoire aiguë. D'accord. Et on estime que, d'après les études, d'accord, 1 à 20% des patients atteints d'infections respiratoires peuvent être concernés par la présence ou l'implication du bocavirus humain. D'accord. Donc, transmission se fait vraisemblablement par voie aérienne, certainement, d'accord. Certains cas d'infection nosocomiale donc, ont été identifiés, d'accord. La bronchiolite sévère, la pneumopathie, mais pour l'instant, on n'a pas d'écrit de mortalité, hein, d'accord. On n'a pas d'écrit de mortalité au bocavirus humain. Donc, le diagnostic des infections, pour l'instant, il repose sur la détection de l'ADN viral par PCR. Les autres techniques ne sont pas fiables et l'isolement en culture cellulaire, il est très très difficile pour le moment pour ce virus. Donc, il y a des techniques où il y a des lignées cellulaires, notamment par exemple la lignée du carcinome colique chez l'homme, c'est ACO2, d'accord, mais le rendement il est médiocre et l'isolement il est difficile. Pour l'instant, le bocavirus humain, c'est un virus qui est très très difficile à isoler et le diagnostic, si on le recherche, il se fait par biologie moléculaire. En routine, on ne le recherche pas, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un virus pour l'instant qui ne donne pas des infections respiratoires très sévères, d'accord, mais dans une démarche diagnostique syndromique. Ça veut dire quoi? Quand on fait le diagnostic étiologique devant un syndrome d'atteinte respiratoire sévère, on peut l'incorporer dans les étiologies à rechercher et on peut disposer du réactif pour faire la détection du génome par biologie moléculaire pour avoir un diagnostic étiologique. Donc on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc le vaccin est disponible en Algérie. À ma connaissance, oui. D'accord. Donc, pour le vaccin, d'accord. Bon, je ne sais pas, pendant ces temps de rupture et de virus, etc., de corona, mais est-ce que le vaccin a été ou a été disponible en Algérie? Oui, à ma connaissance, oui. D'accord. D'accord. À ma connaissance, oui. Donc, on pouvait l'acquérir, l'acheter. Donc, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, on avait vu les papillomavirus, les parvovirus. Est-ce que vous avez des questions concernant les cours précédents? Par exemple, le VIH, par exemple, la dernière fois, on n'a pas eu le temps pour le VIH. D'accord. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport au VIH. Alors, il y a une personne qui pose une question par rapport au VIH. La diagnostic de prime infection au VIH, on recherche des antigènes. Alors, non. D'accord. Alors, non. Alors, on l'a cité dans le cours. On peut faire une recherche d'antigène P24 par technique immunochromatographique qu'on appelle les TDR dans des cas qu'on a précisés, des cas d'urgence. Mais si ce n'est pas dans le cadre d'urgence, d'accord, accident d'exposition au sang, on ramène le sang du contact, etc. D'accord. Donc PCR uniquement. Alors vous parlez du VIH ou la personne qui dit donc PCR uniquement. Est-ce que vous parlez du VIH? Non, diagnostic. Alors, alors diagnostic prime infection VIH, on fait la sérologie. D'accord. On fait la sérologie. Donc on fait la PCR quand la sérologie est prise à défaut. D'accord. On commence par une sérologie. D'accord. Donc l'algorithme, premier prélèvement, ELISA combiné et mixte. D'accord. Et ensuite on suit là. D'accord. OK. Alors, on peut faire appel à la PCR directement dans des cas particuliers, par exemple, primo-infection chez le nouveau-né, etc. Mais sinon, dans le cas habituel, on va en dehors du nouveau-né. Non, on fait le diagnostic normal par sérologie à partir, d'accord, ELISA, si on a une notion de contact, d'accord. Si on n'a pas une notion de contact, on fait l'ELISA, le prélèvement directement devant une consultation, d'accord. Pourquoi? Parce que, par exemple, le clinicien va suspecter une atteinte d'infection opportuniste, etc. S'il y a une notion de contact, d'accord, on va attendre, par exemple, 3 semaines au minimum,
d'accord? Et on commence à faire une sérologie après 3 semaines, ou après un mois, on va dire après 4 semaines, on commence par la première sérologie, d'accord? Et on peut aller jusqu'à 6 semaines. Attention, parce que si on a une notion de contact, si on fait la première sérologie après 4 semaines, on peut ne pas avoir d'anticorps. Les anticorps commencent à partir de la 3e semaine. Donc, on peut avoir un résultat faussement négatif. C'est pour ça que si on a un résultat positif, c'est un VIH avec la démarche, d'accord, de ELISA, ou de prélèvement, etc. D'accord. Si après 4 semaines, on a un résultat négatif, on va répéter, d'accord, une autre ELISA après. Maintenant, si on peut s'offrir une PCR, on veut faire une PCR, on a les moyens de faire une PCR après les 4 semaines, si ELISA est positif, négatif, d'accord, on peut faire ça. Mais en général, non. Comme la PCR est chère, etc., on réserve la PCR à des cas particuliers. Donc, on fait une première sérologie après 4 semaines. Et ensuite, si elle est négative, on va faire la deuxième sérologie après 6 semaines. Et maintenant, au bout de 6 semaines, quand le malade n'est pas sous traitement, hein, d'accord, quand le malade n'est pas sous traitement, si au bout de 6 semaines, en dehors du traitement, la sérologie est négative, à ce moment-là, et on ne suspecte pas fortement un VIH+, cliniquement, etc., on peut déclarer le patient comme étant, d'un point de vue diagnostique, un VIH négatif. Sinon, on fait une PCR si la clinique est toujours en faveur d'un VIH+, d'une infection opportuniste VIH+, et la sérologie est négative. D'accord. Vous pouvez poser d'autres questions, hein, d'accord. Pour le VIH, pour le cours d'aujourd'hui, je ne sais pas, pour le corona, pour la grippe, ce sont les cours qu'on a fait ensemble. D'accord. Je suis là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, par vos vérités, responsable d'épidémie, de pandémie. Pandémie, non. On peut avoir des petites épidémies. Mais comme la majorité des infections sont asymptomatiques, donc on ne le sait pas, d'accord. Et comme l'atteinte clinique, en dehors des personnes qu'on a citées, d'accord, les gens qui ont des anomalies du globule rouge et les immunodéprimés, il n'y a pas un grand impact en santé publique. De toutes les façons, nos collègues cliniciens d'hématologie, pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à des drépanocytaires, à des gens qui ont des microsphérocytoses, des déficits en G6PD, etc. Alors pour l'instant, nous, on ne dispose pas de tests. On l'a commandé, on ne l'a pas eu, d'accord. Mais eux, les collègues d'hématologie, les spécialistes en hématologie, d'accord, aimeraient disposer de tests pour faire un diagnostic étiologique quand on suspecte des érythroblastopénies et de faire le diagnostic d'une atteinte à parvovirus B19, d'accord. Mais on ne le recherche pas parce qu'il n'a pas pour l'instant un impact clinique important. D'accord. Donc des petites épidémies parce qu'ils se transmettent par voie respiratoire, mais pandémie avec impact clinique pour l'instant, non. Alors, pour le bocavirus B19, pardon, pour le bocavirus, pour l'atteinte respiratoire, hein, pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, pas d'impact respiratoire majeur en santé publique, hein, parce que j'ai parlé uniquement du B19. D'accord. Pour le bocavirus, d'accord, pas d'impact épidémiologique majeur. La plupart des infections guérissent spontanément, d'accord. Il n'y a pas de mortalité, etc. Mais on ne sait jamais. D'accord. Donc, comme c'est un virus qui est récent, il est à l'étude. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que pour l'instant, on sait que contrairement aux coronaviridés, qui sont des virus qui mutent fréquemment, pour l'instant, les parvovirus, pour le bocavirus, le virus respiratoire, d'accord, sont des virus qui sont assez conservés. C'est pour ça que peut-être, je le dis en conditionnel, que peut-être pour l'instant, d'accord, l'épidémiologie, d'accord, elle s'accorde à dire que les atteintes respiratoires sont pour l'instant majoritairement bénignes. D'accord.
que vous avez des questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que je peux partir? Est-ce que vous avez des questions? De toutes les façons, euh, j'aurai une autre séance avec vous mercredi, Inch'Allah. Ça sera sur sérum et vaccins antiviraux. D'accord? Ça sera la dernière séance normalement. Ça sera le dernier cours. Alors, essayez de noter toutes les questions que vous avez sur mes cours. Donc, essayez de noter le maximum de questions, d'accord? À ce moment-là, si on aura quelques minutes comme ça, d'accord? On fera le tour des questions. Si vous avez des questions particulièrement, je parle de mes cours, d'accord, bien sûr, d'accord? Depuis le cours de la grippe jusqu'au cours d'aujourd'hui, parce que la prochaine fois, on fera les, euh, les sérums et les vaccins antiviraux, Inch'Allah, ce sera le mercredi, d'accord? Ok, alors si vous n'avez pas de questions, je ferme la session et je m'en vais. Donc, est-ce que je peux partir? Ok. Donc, encore une fois, merci de votre attention, d'accord, et bonne révision, d'accord, bon courage.